Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde des chiffres, sur le monde de l'économie égyptienne. Pourquoi la Banque mondiale a prévu une hausse de la croissance de l'économie égyptienne à 5,5% dans la prochaine période? Qu'est-ce que ça veut dire une inflation moyenne en Égypte et sous contrôle? Et pourquoi même le FMI ou le Fonds monétaire international a fait l'éloge de l'expérience égyptienne dans le domaine des PME ou les petites et moyennes entreprises. Donc encore une fois, vous êtes les bienvenus. Et tout de suite, nous allons commencer nos analyses et nos discussions avec un invité de marque, un conseiller économique, si je puis dire, une personne tout à fait spécialiste dans le domaine de développement durable, non seulement au niveau de l'Égypte, mais aussi au niveau de la région du Moyen-Orient et du Nord d'Afrique. Il s'agit de M. Nadim Samna, notre grand analyste économique. M. Nadim, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de NAL TV International. Et très rapidement, aujourd'hui, nous allons vous proposer des indices, même des déclarations très importantes en ce qui concerne l'économie égyptienne. Et bien sûr, nous attendons plus d'analyses, plus d'éclaircissements de votre part pour décoder, déchiffrer qu'est-ce que ça veut dire ces indices. L'indice, tout d'abord, nous avons un indice très important. Il s'agit du rapport perspective mondiale, perspective économique mondiale publié par la Banque mondiale récemment, qui a mis en évidence un certain nombre d'indicateurs positifs concernant l'économie égyptienne. Par exemple, la Banque mondiale a prévu une hausse de la croissance de l'économie égyptienne à 5,5% lors de l'exercice 2021-2022. Ma première question, c'est pourquoi donc la Banque mondiale a fait de telles prévisions positives pour l'économie égyptienne? Alors pourquoi si l'économie égyptienne, si la Banque mondiale elle considère que l'économie égyptienne va bien, c'est que ça va bien. Mais c'est pas une surprise. Je dirais, l'économie égyptienne était déjà parmi les rares pays à avoir une croissance en 2020 ouais. et plus tard. Et donc c'est tout à fait normal que ça soit que l'Égypte fasse partie des pays qui continuent d'avoir une croissance cette année. Ouais. Même dans les années après. Alors les secrets, c'est pas vraiment un secret. L'État égyptien applique des réformes depuis de très longues années qui ont commencé déjà à porter leurs fruits avant la crise du coronavirus. Ouais. Et ça continue. Là, l'économie égyptienne est plus solide. On voit qu'il y a plein d'indicateurs qui sont ouverts, que ce soit les revenus du canal de Suez, les revenus des Égyptiens à l'étranger, les exports de plein de produits sont en augmentation. On voit bien, il y a beaucoup de projets, il y a le taux d'emploi il augmente. Il y a vraiment beaucoup d'indices positifs qui font qu'au final, on a une croissance de 5,5%, en tout cas des prévisions de croissance de 5,5% et qui doivent augmenter. Je veux dire, là, on vit quand même dans une situation où la crise du coronavirus continue de peser sur l'économie. Et en tout cas, on espère que dans les prochaines années, on puisse avoir une sorte de croissance long terme qui oscillera entre 6 et 8%. Oui. En fait, selon le rapport de la Banque mondiale, il y a toujours des raisons qui ont été avancées par les experts de la Banque mondiale en ce qui concerne la croissance de l'économie égyptienne lors de l'exercice 2021-2022. Par exemple, l'amélioration de la demande extérieure des principaux partenaires commerciaux, en plus de l'expansion de TIC, en plus de l'extraction de gaz et de l'amélioration de la performance du secteur du tourisme.
Encore une fois, comment vous avez analysé de telles raisons, de telles conditions proposées par la Banque mondiale et qui ont mené, selon les prévisions des experts de cette institution internationale, à la hausse de la croissance économique de l'Égypte? Il y a bien sûr toutes ces raisons, tous ces facteurs contribuent à la forte croissance d'Égypte. Lorsqu'on parle de l'augmentation générale de la demande à l'étranger, et il est vrai que, surtout en Europe, l'année 2020 a été catastrophique en termes de croissance, en termes économiques. Donc là, il y a un rattrapage. On voit que avec l'ouverture de la vie en Europe, les Européens, ils ont une envie de consommer, ils ont une envie aussi de voyager, ils ont envie de faire plein de choses, tout ce dont ils étaient, on va dire, plus ou moins privés pendant les mois de confinement, etc. Donc on voit qu'ils font appel à l'Égypte, aux produits égyptiens. Ils viennent en vacances en Égypte, ils peuvent profiter du soleil égyptien. Et bien sûr, il y a le gaz égyptien qui contribue à cette croissance parce que les prix du gaz ont augmenté. On voit que l'Égypte, toute la stratégie de l'Égypte en matière tous les usines de liquéfaction, l'export du gaz liquéfié à l'Europe qui s'intensifie, qui augmente. Donc, bien sûr, c'est toujours beaucoup d'argent et qui permet à l'État de dépenser dans d'autres secteurs. Donc, à propos du gaz, à quel point vous trouvez qu'il y aura une sorte de demande plus hausse dans la prochaine période? Et je pose ces questions à la lumière et dans le cadre même de ces conditions imposées par le Covid-19 sur l'économie mondiale. Après, disons, le secteur gazier, il n'est pas tellement, on va dire, impacté par le Covid-19. Mais là, on voit le pétrole, les prix du pétrole augmentent et dépasser $80. On se rappelle encore, il y a quelques années, le pétrole était à $30. Donc, on parle quasiment d'un triplement du prix. Et toutes les prévisions, on va dire, prédisent une augmentation, une poursuite de l'augmentation des prix du pétrole. Le gaz, il accompagne cette hausse, et surtout qu'il y a eu des tensions entre, on va dire, l'Europe et la Russie. La Russie qui est le principal fournisseur de gaz de l'Europe, et du coup, les pays européens cherchent d'autres fournisseurs. Il y a l'Algérie qui est proche de l'Europe, mais qui n'a pas forcément toute l'infrastructure nécessaire. Et il y a l'Égypte. Donc on voit que l'Égypte devient le hub régional du gaz, on va dire, à l'est méditerranéen. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on voit une augmentation des volumes de gaz à destination de l'Europe. Oui. Justement, il y avait d'autres raisons proposées par la Banque mondiale en ce qui concerne pourquoi il y a une sorte de prévision d'une plus grande croissance de l'économie égyptienne dans la prochaine période. L'une de ces raisons, c'était bien sûr la forte consommation à l'intérieur de l'Égypte, mais aussi la bonne maîtrise des pressions inflationnistes. Et c'est un indice très important, souligné même par le FMI, le Fonds monétaire international, qui a déclaré que l'inflation moyenne en Égypte est sous contrôle. Et donc, comment vous avez vu l'importance de telles raisons en ce qui concerne l'inflation en Égypte? On voit bien que dans un environnement où l'inflation galope dans tous les pays, hein. Là, aux États-Unis, par exemple, l'inflation a atteint 7%. 7%, c'est l'inflation la plus forte aux États-Unis depuis 1982. Et depuis 40 ans. Et aujourd'hui, on a
toujours au niveau des niveaux d'inflation similaires à, on va dire, à ces 2-3 dernières années. Donc c'est un signe que l'économie arrive à absorber ces chocs inflationnistes venus de l'extérieur. Et bien sûr, plus l'inflation est stable, plus ça veut dire que l'économie elle-même est stable, ça veut dire qu'on peut planifier, qu'on peut prévoir l'avenir, qu'on peut engager des investissements à long terme parce qu'on a des données stables, etc. Vous savez, enfin, là, la croissance, on va dire, l'inflation mange la croissance. C'est un terme comme ça. Donc, moins on a d'inflation, plus on a de la croissance. Oui. Encore une fois, si je parle un peu plus de l'expansion des TIC ou l'expansion du secteur de la technologie des communications et de la technologie ici en Égypte, ce secteur s'avère de plus en plus prometteur aux yeux des institutions internationales. Justement, même, il y avait une déclaration faite par les responsables de ce domaine. L'Égypte va construire le plus grand câble sous-marin de télécommunications en Afrique. Donc, de votre point de vue, comment vous trouvez l'avenir de ce secteur sur le terrain? Ben, d'abord, il faut quand même rappeler que comme il y a le canal de Suez pour le transport maritime, pour que les gros bateaux de marchandises traversent les océans, donc ils passent par le canal de Suez, eh ben, c'est pareil pour les câbles sous-marins. Ils passent, c'est-à-dire tous par l'Égypte. En tout cas, une grande partie du trafic Internet, du trafic de données dans le monde, passe par l'Égypte, passe par les câbles sous-marins qui traversent l'Égypte. Ouais. Donc c'est pour souligner l'importance de l'Égypte, de sa position géographique, on va dire, dans le monde. Et c'est vrai que l'Afrique souffre du manque d'infrastructures, on va dire, de transport de données. Surtout qu'il y a beaucoup de pays cloisonnés en Afrique. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui n'ont pas un accès à la mer. Donc le fait d'avoir un câble africain qui peut traverser beaucoup de pays, qui peut favoriser les échanges de données entre les pays africains, et c'est certainement une bonne chose pour l'Afrique. Ça montre aussi la volonté politique de se rapprocher des pays africains et de enraciner l'Égypte avec dans ses terres africaines et améliorer la relation avec ses frères africains et les faire profiter de l'expérience, de son expérience dans la gestion, on va dire, des câbles de données, des grands câbles maritimes de données. Oui. De votre point de vue, en tant qu'un expert, bien sûr économique, mais aussi un expert spécialiste dans le domaine du développement durable, cette évolution positive est mentionnée dans des rapports internationaux concernant l'indicateur de l'économie égyptienne. À quel point donc ça va renforcer de plus en plus la confiance dans les démarches entreprises par l'État égyptien et encourager même à réaliser de meilleurs résultats d'une manière qui affecte positivement l'économie et l'avenir des citoyens. Je parle même de ces politiques adoptées par l'État égyptien visant à doper de plus en plus, par exemple, non seulement l'industrie, mais aussi doper les démarches visant à améliorer l'avenir et la vie, la qualité de la vie des Égyptiens d'aujourd'hui. C'est le principe même du développement durable. C'est d'une part, c'est donner les moyens à tous les pays et d'avoir une croissance, on va dire, vraiment durable, c'est-à-dire qui dure très longtemps. Ouais. Et ça vient par
des objectifs sociaux, des objectifs environnementaux, des objectifs économiques. Et on voit bien que pour avoir de la durabilité, il faut lutter contre la pauvreté, lutter contre la faim, accéder à un bon niveau d'éducation. En tout cas, il y a beaucoup d'objectifs qui paraissent évidents. Et le but d'avoir le développement durable, c'est proposer un programme assez complet pour que les pays l'appliquent et l'utilisent pour aligner leur politique à la fois sociale, environnementale et économique. Ouais. Voilà, c'est assez simple. Enfin, quand on y pense, ça paraît assez simple. Après, dans la réalité, le fait d'implémenter de nouveaux programmes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de changements, il y a un changement de mentalité qui doit s'opérer à tous les niveaux de l'appareil exécutif de l'État. De plus, on va dire, vers la population. Ouais. Là, aujourd'hui, on parle de... Voilà, on essaye d'implémenter, d'augmenter tout ce qui est recyclage, par exemple. Parce que c'est important que la population commence à comprendre c'est quoi le bénéfice de recycler et de faire l'effort de recycler les entreprises pareilles. Il y a plein de points là. Enfin, c'est tellement large. Oui, mais l'un des éléments les plus importants, c'est, si je peux dire, c'est le temps. Le président de Stasis a mis l'accent à maintes reprises sur l'importance de facteurs de temps dans l'accomplissement des projets et dans l'accomplissement de méga-projets. Donc, comment vous avez observé cette performance record dans l'exécution de grands projets très essentiels, et notamment dans le domaine de l'infrastructure? Bien sûr, ça fait partie, le fait d'avoir une bonne infrastructure. Lorsqu'on construit une route, on ne la construit pas pour 1 an ou 2 ans, c'est vraiment du développement durable. C'est pour que cette route dure plusieurs dizaines d'années. Et c'est cette route-là qui va désenclaver des populations qui sont peut-être isolées, qui va leur permettre d'accéder à des lieux d'emploi, qui va permettre aussi aux entreprises de produire et d'exporter, ou en tout cas de transférer leurs marchandises. C'est bien sûr tous les gros projets, puis les projets spécifiquement, là par exemple tous les projets on va dire agricoles que l'État a entrepris pour lutter contre la faim. Là, le citoyen, il voit bien qu'aujourd'hui, le prix de certains denrées est stable. Et c'est grâce on va dire, à tous ces projets agricoles qui ont permis d'assurer la sécurité alimentaire de l'Égypte. Là, je veux dire, il y a plein d'exemples. Aujourd'hui, toujours dans le domaine alimentaire, l'Égypte n'importe plus de poulet, par exemple. Là, ça y est, on a assuré ça en interne, en local. Là, tous les projets technologiques, là, on voit, il y a plein d'usines qui permettent de limiter, on va dire, l'import de l'étranger. Et on essaie toujours de réfléchir un peu plus loin pour augmenter la valeur ajoutée de l'industrie égyptienne et des produits égyptiens. C'est bien sûr, on voit bien que pour le président, il a en tête le programme de développement durable. On voit qu'il a déjà lancé plusieurs appels pour, par exemple, réduire l'obésité, pour améliorer l'alimentation, mieux diversifier l'alimentation, parce qu'on se rend compte qu'une meilleure alimentation, c'est une meilleure santé. Ça veut dire moins de dépenses, c'est-à-dire de santé un peu plus tard, une amélioration de l'espérance de vie. Les bénéfices sont multiples et divers. Oui. Avant d'arriver au domaine de PME, récemment, bien sûr, il y avait des déclarations, mais aussi des réactions de la part du président Gilles Fattah al-Sissi et de la part de la presse nationale
en ce qui concerne l'industrie égyptienne. Par exemple, nous tenons à transférer la technologie chinoise de pointe à l'industrie égyptienne. M. Abdel Fattah al-Sisi mène une sage politique de localisation des industries. L'État égyptien a contribué à la formation des ingénieurs aux applications de la 4e révolution industrielle. Donc, c'est presque parmi les grandes déclarations faites récemment en ce qui concerne l'industrie égyptienne. Est-ce que vous pouvez nous donner ou nous révéler votre réaction en ce qui concerne ce domaine d'industrialisation égyptienne? C'est une des priorités de l'État, bien sûr. On voit que là, par exemple, l'État est très enclin à raviver l'industrie automobile. Il cherche des partenaires technologiques pour l'accompagner et on voit tout de suite, on va vers, par exemple, les véhicules électriques, parce que c'est les véhicules, donc là on parlait du développement durable, Ouais. C'est ce qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Et puis de toute façon, on voit que c'est l'avenir, donc autant rejoindre le troupeau de tête et avoir un véhicule électrique égyptien. Oui. Oui. Pardon. Oui, je vous écoute toujours. Bien sûr, et puis dans tous les domaines, et les chefs de l'État, ils voient, par exemple, l'Égypte importe plein de produits qui peuvent être facilement remplacés par la production locale. Il suffit juste de créer l'environnement et l'écosystème favorable à ça, et pour orienter aussi peut-être des hommes d'affaires, créer des partenariats entre l'État et le secteur privé, Ouais. Pour petit à petit, oui, produire ces, on va dire, ces produits sur place. Oui, oui. Si bien sûr, nous allons jeter plus de lumière sur le domaine de petites et moyennes entreprises, PME, en Égypte, on va trouver qu'il y avait une déclaration très intéressante de la part du directeur exécutif du Fonds monétaire international en ce qui concerne l'expérience de l'Égypte dans ce domaine. Il a dit, par exemple, qu'il est important que le taux de croissance positif soit lié à la création de plus d'opportunités d'emploi. Selon lui également, la solution au problème de ralentissement de la croissance mondiale et de réduction de l'impact négatif de l'inflation et des prix élevés sur les citoyens réside dans la relance de l'économie et la création d'opportunités d'emploi, ce qui hausse les revenus en concomitance avec une augmentation de la productivité. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications, plus d'éclaircissements en ce qui concerne cette déclaration faite par le directeur exécutif du Fonds monétaire international? Ce qu'on disait tout à l'heure, l'inflation, elle mange la croissance. De manière très simple, lorsqu'on a des cycles inflationnistes, on commence à augmenter les prix, et puis on essaie d'augmenter les prix, donc les salaires augmentent, donc le coût de revient de production augmente, du coup on est obligé d'augmenter les prix de nouveau, et ainsi de suite. Et ça devient des cycles inflationnistes. Et pendant ce cycle, on n'essaie pas tellement d'améliorer la productivité, d'améliorer la qualité aussi des produits. Et du coup, on est un peu, on a toujours, on réfléchit uniquement prix. Mais lorsque l'inflation est stable, là, on commence à réfléchir un peu plus à améliorer, par exemple, l'appareil productif, à entraîner ou à former les employés pour qu'ils deviennent plus productifs, pour qu'ils soient plus rapides, qu'ils améliorent la qualité de leur travail, etc. Au final, les entreprises et l'État, bien sûr, dans les lieux, les entreprises améliorent ce qu'on va appeler la productivité, qui vient après il y a le capital et on va dire le facteur humain.
Donc le capital, c'est en achetant des machines, des nouvelles machines qui vont augmenter la cadence de production, mais aussi l'amélioration de la productivité humaine, elle est très importante. Et ça vient par la formation en continu de tous les employés. On essaie de leur inculquer de nouvelles compétences. Et au final, c'est comme ça qu'on veut dire l'économie assure la croissance et la croissance durable également. Oui. J'ai actuellement un indice très important en ce qui concerne l'économie égyptienne. Cette fois-ci, il s'agit de l'adhésion de l'Égypte à la nouvelle banque de développement, anciennement connue sous le nom de la banque de développement des BRICS. Et selon, par exemple, les responsables égyptiens, c'est un témoignage de confiance en la résilience de l'économie égyptienne. Mais ma question se pose-t-elle, qu'est-ce que ça veut dire cette adhésion, de votre point de vue, à cette banque, et comment nous pouvons profiter de cette banque de renommée internationale? Alors, d'abord, le scandale de BRICS, ce sont les pays qui, on va dire, c'est les pays qui ont des économies fortes, qui sont en pleine croissance. Et c'est pour ça qu'ils se sont regroupés pour partager leurs expériences, pour partager aussi leur savoir-faire et permettre à d'autres pays en développement de croître et de poursuivre leur croissance. Donc le BRICS, c'était le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ouais. Et le fait que l'Égypte rejoigne ce club, si on peut parler comme ça, c'est un témoignage du potentiel de l'économie égyptienne. Après, l'Égypte a quand même une grande expérience, on va dire, dans tout ce qui est développement. L'Égypte a reçu l'année dernière environ 10 milliards de dollars de fonds de développement. Ouais. Donc il y a beaucoup de programmes qui sont montés grâce à ces fonds. Et le but, c'est de partager cette expérience avec les autres pays et aussi, on va dire, implémenter ou diffuser cette expérience avec même d'autres pays, pourquoi pas. Ouais. Commencer à jouer le rôle de développeur envers des pays, notamment en Afrique. Oui. Ma dernière question, ou mon dernier indice, ça sera l'Égypte est au top des pays attractifs pour les investissements au niveau africain, au niveau du continent africain. Selon la Rand Merchant Bank, cette institution financière sud-africaine. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous en tant qu'un expert dans le domaine de l'économie? Oui. 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 C'est toujours la confirmation. Hein. Là, ça fait des années qu'on dit que l'économie égyptienne se porte bien. Alors, on voit qu'il y a eu plusieurs années. L'Égypte a attiré beaucoup de fonds directs d'investissement en Afrique, même dans la région arabe. L'Égypte fait partie des premiers pays, le premier destinataire d'investissements étrangers. Ouais. Et dans tous les domaines, que ce soit dans la grosse infrastructure ou dans les domaines des startups ou voilà, ça confirme la capacité de l'Égypte. C'est une population assez large, une population jeune, c'est un pays qui est en développement. Ouais. Il y a une volonté politique de vraiment d'améliorer l'état de la qualité de vie des citoyens. Ouais. C'est tout naturel que ça se traduise par des résultats et c'est une reconnaissance des efforts que les Égyptiens entreprennent tous les jours depuis quelques années. Oui.
Monsieur Nadim Samna, je dois vous remercier infiniment, vraiment infiniment pour de tels éclaircissements de votre part parce que nous avons vous proposé des indices très intéressants, très importants qui ont révélé comment l'économie égyptienne s'améliore vraiment sur les terrains. Merci beaucoup encore une fois. Et c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention et à la prochaine.